Dernier sujet, donc on a fait le politique, la technique, et maintenant il va falloir qu'on traite la question, le nerf de la guerre, c'est le financier. Donc quel nouveau montage financier peut-on mobiliser? Alors on a vu ces problèmes de rénovation globale, etc. Le propriétaire reste le décisionnaire et le propriétaire va devoir financer. Alors si on exclut finalement le propriétaire que je vais l'appeler différemment, l'anti-tout. Quel que soit le projet, je voterai contre. Et je vais me battre en fait contre ce projet. Mais globalement, on a ceux qui ont le luxe de ne pas louer et qui vont conserver ce luxe de ne pas louer même s'il faut faire des travaux. On a ceux qui n'ont pas le luxe de ne pas louer et donc qui sont loueurs. Et il y a ceux qui avaient le luxe de ne pas louer et qui potentiellement vont perdre ce luxe de ne pas louer. Et donc il y a toute cette dynamique aussi pour être en capacité de les embarquer. Donc derrière, on a quand même ces questions de financement à anticiper. Je pense que c'est justement ce dont on va essayer de débattre sur cette dernière table ronde pour clore cette journée, ce colloque. Donc pour dessiner des nouveaux sentiers, je vais inviter donc à me rejoindre sur scène donc Anne Marty, présidente des domaines skiables de France, également comme Janine tout à l'heure, représentant les Pyrénées, important. Donc vous faites justement partie de ces grands employeurs finalement en montagne, puisque c'est 19 000 salariés, les domaines skiables de France. C'est toujours important de le rappeler. Grosso modo, l'ensemble des emplois en montagne liés aux activités touristiques et notamment de neige, c'est 120 000 emplois dans l'ensemble de nos massifs. Mais derrière, on a aussi... Pardon ? 120 000 emplois directs. On n'a pas compté les indirects. Mais on a aussi derrière les ESF, on a 220 ESF. Les ESF, c'est quand même 17 000 moniteurs. Et puis on a l'Union Sport et Cycle qui rassemble l'ensemble on va dire des magasins, des marques outdoor, etc. Et là, c'est 1400 magasins. Donc, on voit quand même qu'il y a tout un écosystème. Donc, merci d'être avec nous. Donc, on a entendu aussi ce matin la question des socioprofessionnels, des socioprofessionnels qui s'activent pour loger leurs saisonniers. Et on sait que c'est à peu près 40% des employés qui sont saisonniers. Et on sait que vous vous activez tous les uns les autres pour trouver des solutions pour les saisonniers, avec les élus aussi, puisqu'on sait que sur la plaine, ça bouge aussi de ce côté-là. Donc voilà, tout un écosystème. Donc merci de le représenter. Ensuite, je vais appeler Hugo Vigneron, le président directeur général d'Operen, qui est là-bas. Merci Hugo de nous rejoindre, opérateur global dédié à la rénovation. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de voir comment on peut proposer des contrats de performance énergétique. Logique de tiers financeur. On a vu quand même dans fin de matinée la logique de décomposition aussi de la création de valeur, des recettes fiscales, etc. Donc se pose la question justement de ces CPE. On a parlé des économies d'énergie, à peu près 400, 500 euros, et ça ne sera pas suffisant si on veut. Mais derrière, on a aussi quand même la recette locative. Mais ce qui nous intéresserait, c'est voir si on est en capacité justement de transposer ça. Et vous êtes également membre du cluster éco-bâtiment qui représente donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, qui rassemble près de 250 professionnels qui sont spécialistes sur ces sujets-là, notamment. Maître Médina, Jean-Luc Médina, merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes avocat spécialisé en droit des baux commerciaux et vous nous avez bien accompagné sur un sujet qu'on a rapidement évoqué ce matin, qui est la mise en place d'un bail rénovation-gestion. Bon, vous avez commencé à comprendre le financement derrière. Il y a peut-être des montages hybrides, enfin des choses qui doivent être peut-être trouvées fort de la création de valeur actuelle, encore présente, parce que le tourisme, on ne le dira jamais assez, mais c'est résilient. On a quand même du tourisme et il continue. Donc l'idée, c'est de regarder comment, sur ce bail rénovation-gestion qui a été, on va dire, bien décortiqué pour la commune de Risoul, en fait, les points de blocage et éventuellement les leviers qu'on pourrait trouver. Il manque les banquiers dans tout ça. Les banquiers sont où? Alors Lionel Gruffat, merci de nous rejoindre. Il est là. Donc Lionel, directeur du pôle tourisme du Crédit Agricole des Savoies. Même si nous sommes en Isère, ça reste le Crédit Agricole. Donc vous êtes quand même originaire de Haute-Savoie, si j'ai bien compris. Et vous avez un parcours professionnel qui est quand même ancré sur le territoire. C'est pas moins de le dire. Et vous disposez aussi on a pu le noter, d'une certaine clairvoyance, en tout cas d'audace, que nous recherchons chez les banquiers pour essayer de trouver des nouveaux montages. Et ensuite, on ne pouvait pas partir sans lui. Donc Luc Jekyll, merci de nous rejoindre. Responsable des projets d'investissement immobilier
tourisme, loisirs, culture, c'est long, hein, mais c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses au sein de la Banque des Territoires. C'est notre partenaire, hein, donc il faut en prendre soin. Donc vous êtes, vous êtes notre partenaire direct effectivement sur ce programme. On le rappellera pas. Si, on le rappellera. C'est tout ce qu'on fait là, c'est dans le cadre de France Tourisme Ingénierie. On cite beaucoup Atout France, mais c'est le partenariat Atout France, Banque des Territoires. Sinon, tout ça n'aurait jamais été possible. Et donc, l'idée, c'est justement que vous avez cette vision transversale sur les enjeux, en tout cas, qui nous animent aujourd'hui. Peut-être une première question. Luc, vous avez noté que je commence toujours par le dernier présenté. Donc, face à cette rénovation, en fait, quels seraient les outils ou les approches, finalement, qu'on serait en capacité d'adopter ou de mobiliser? Question large, hein, sympathique quand même pour commencer. Merci Sylvain, bonjour à tous. Effectivement, pour commencer sur les outils, le premier point, c'est déjà de se dire qu'on est, enfin, de notre part, on est convaincu que la réhabilitation, c'est quand même fait consensus aujourd'hui et qu'on est obligé de passer par là, et c'est un peu le sens de l'histoire. Le point aussi particulier sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de la décision, elle appartient aux copropriétaires. Et donc, l'outil, il arrive une fois qu'on a réussi à convaincre le copropriétaire que la rénovation va dans son intérêt également. Et donc là-dessus, il faut parler, on l'a dit dans les précédentes tables rondes, hein, mais il faut parler du coup du confort d'utilisation de la rénovation, du maintien de la valeur patrimoniale, de la liquidité, donc plein de choses, mais c'est quand même le point de départ, de convaincre le propriétaire. Ensuite, dans les outils, je commence par ce qui existe sur les prêts. On a, alors il y a ce qui existe sur la partie prêt à taux zéro, les différentes aides de l'ANA. Ces prêts existent, mais ils s'appliquent surtout sur les résidences principales, et donc a priori pas dans beaucoup des cas dont on parle aujourd'hui. Il y a le prêt individuel classique qui permet de financer la quote-part de chaque copropriétaire, mais il a la limite de ne pas forcément créer un effet d'embarquement de l'ensemble de la copropriété. Ensuite, il y a le prêt collectif à adhésion individuelle. Donc ça, c'est un des prêts qui existe aujourd'hui, qui est le prêt collectif qui existe aujourd'hui. Donc il est censé pouvoir créer cet effet collectif, mais on constate qu'il a son lot de contraintes dans sa mise en application, et notamment par l'obligation de... Enfin, dans la réalité, on doit analyser le dossier de chaque copropriétaire, et donc ça crée des contraintes de mise en application, et ça crée un temps long et compliqué. Donc voilà, dans les faits, il est assez peu mis en place de ce que je vois sur les copropriétés touristiques notamment. Le dernier point sur la partie prêt, c'est le nouveau prêt collectif, mais adhésion automatique ou simplifiée, pour ne pas faire peur aux copropriétaires. Ce prêt-là, donc c'est par rapport à une certaine loi en 2024 qui a été voté. Donc il est réglementé, les décrets ne sont pas encore totalement validés, mais il a la vocation à simplifier les démarches, à simplifier justement la mise en application et justement de créer un effet d'embarquement au sein de la copropriété. Donc on pourra détailler un petit peu de ces différences. Ça, c'est sur la partie prêt. Après, il y a ce qu'on appelle le tiers financement. Tu l'as mentionné, Sylvain, et Maître Medida pourra l'évoquer également. Sur le tiers financement, qui est du coup en lien avec l'outil du bail rénovation gestion, on en reparlera, mais du coup, c'est un triptyque entre un propriétaire qui est prêt à perdre un peu de jouissance, un opérateur qui est prêt à opérer du diffus, et donc un véhicule de tiers financement qui porte les travaux et qui se rémunère par la commercialisation du bien. Donc ça, c'est une solution, je pense, qui a vocation à être explorée davantage, parce que ça apporte un peu d'innovation, et ça peut être un peu flexible justement selon les montages. Autre point, donc ça, c'est pas forcément un outil de financement, mais c'est le bail commercial, c'est ce qui s'applique aux résidences gérées par les opérateurs. Il y a quand même une part de financement dans le sens où il y a des échanges entre l'opérateur et les copropriétaires, et donc il y a toujours cette discussion qui doit avoir lieu pour justement faire en sorte que les baux soient renouvelés dans le temps, et que justement on n'ait pas des sorties progressives des lots, et qu'on maintienne des lits chauds. Et donc c'est un enjeu de dialogue, et on l'a évoqué dans la présente table ronde avec les syndics notamment, et avec tout ce dialogue copropriétaire, opérateur, syndic, pour faire en sorte de lisser les travaux et que tout soit bien
compris par les différentes parties prenantes. Et le dernier point, en termes de financement, c'est un peu brutal, mais c'est la vente du lot. C'est que la dernière solution, c'est de vendre son lot. Et dans ce cas-là, ça peut être dans des opérations de remembrement. Pour le coup, la Banque des Territoires peut remembrer dans certains cas très précis. Il y a une expérimentation qui est en train d'être menée. Ça peut être aussi via des outils d'économie mixte. Bon, on peut imaginer plusieurs solutions, mais c'est au travers d'une vente de l'eau. Je précise aussi sur la partie pré-collective, je mentionne juste Dominique Nguyen chez nous, qui est responsable du pôle habitat privé et qui du coup est un peu l'expert chez nous sur ces sujets-là. Et donc après, ça c'est tous les outils de financement. Ensuite, on peut se poser la question justement sur comment on arrive à faire avancer les copropriétés, les projets de travaux. Et donc c'est un peu la question de où on place le curseur entre coercitif et incitatif. Et ça, voilà, on l'a déjà un peu évoqué. Donc là, on est bien parti crescendo quand même, hein, au niveau de l'intrusion dans la propriété privée. Pour ce qui est du prêt collectif, nous, on a des copros qui sont prêtes. Hein, je regarde nos amis architectes sur le balcon de Villars à Villars-de-Lans. Ouais, c'est 940 lots. Il y a un vrai sujet. Il y a un scénario qui a été voté. Dans un an, potentiellement mai 2026, ça sera le vote des travaux. Et d'ici là, il va falloir trouver des solutions. Donc effectivement, si on pouvait simplifier, c'est le syndicat de copropriété qui prend le prêt. Lionel, en tant que banquier, comment se positionner par rapport à ces prêts? Parce qu'il faut aussi quand même des assurances, parce qu'il ne faudrait pas que le copropriétaire qui s'est engagé dans le prêt collectif se retrouve solidaire en fait de son voisin, etc. En cas de défaillance. On en connaît beaucoup aussi, nous, des copros qui sont dans cette situation-là, et ça fait des années qu'on en parlait, qu'on demandait un prêt plus collectif où on puisse avoir, en tant que banquier, une vraie garantie. Une fois qu'on met en place un prêt à l'échelle de l'ensemble des copropriétaires, en cas de défaillance d'un acteur ou d'un autre. Parce qu'il y a plusieurs copropriétaires, on met de côté celui que tu évoquais en introduction avec le anti-tout. Par contre, on peut avoir une difficulté structurelle, donc vraiment quelqu'un qui veut pas ou peut pas payer, ou alors quelqu'un qui a juste un mois de retard. Et ça, c'est des difficultés qui, en termes de risque de recouvrement, n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Donc, ce qu'on est en train de regarder au niveau du groupe Crédit Agricole, au niveau de Crédit Agricole et ça, avec les équipes Banque du Territoire, c'est déjà comment coller au plus court à cette loi, être en capacité à mettre en place ce prêt collectif qui nous intéresse, parce qu'on va pouvoir travailler avec notre société de caution Crédit Agricole Caution Mutuelle, CAMCA, que certains d'entre vous connaissent pour l'habitat à titre particulier, qui va nous permettre d'être réactifs quand on mettra en place ce prêt collectif avec un organisme de caution comme le permet la loi. On a encore un ou deux petits ajustements de texte. On voit que la loi a été un peu retranscrite, format un peu copier-coller. On parle encore dans la loi du copropriétaire qui contracte le prêt, alors qu'il faudrait l'ajuster. Il y a encore une phrase qui fait débat. Ce n'est pas le copropriétaire qui contracte le prêt, c'est bien l'ensemble de la copro. C'est le syndicat. Donc il y a encore ce point-là à traiter. Et on travaille pour ajuster le décret d'application, en tout cas faire part de nos remarques, pour que cette loi serve. Les précédentes, on voyait bien qu'il n'y avait pas l'engouement des banquiers, donc forcément ce prêt était moins moteur. Voilà. Ok, merci. On va aller crescendo, parce que là on a vu qu'effectivement le prêt, donc certains banquiers sont prêts à le mettre en place, donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que à nous aussi d'arriver à faire la tournée, hein, quand on est en position d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'il y a des vrais projets qui sont concrets, il faut être en capacité là de trouver des activations de solutions financières en fait pour financer les différents travaux. Si on va crescendo, donc Hugo, on a là on est plutôt dans du tiers financement finalement, avec les contrats de performance énergétique. Peut-être en rappeler rapidement le principe et comment on pourrait aller au-delà de l'énergie. Et je peux apporter deux éclairages. En fait, chez Operen, on a deux activités. Une première on fait de l'AMO copro. Donc nous, on voit beaucoup de dossiers en copropriété et on voit les leviers s'activer et les échanges qui étaient précédents étaient vraiment très intéressants pour montrer les enjeux de sociologie et autres. Et après, la particularité d'Operen, c'est de monter des groupements d'entreprises. Donc en fait, quand on a une rénovation énergétique globale et qu'on monte un groupement d'entreprises, soit de réalisation, soit de conception-réalisation, et éventuellement en ajoutant l'exploitation, derrière, après, on est en capacité de garantir les économies d'énergie. Et en fait, dans une logique de financement, activer un contrat de performance énergétique, ça permet de sécuriser on va dire un revenu mensuel disponible pour des copropriétaires qui pourraient derrière l'utiliser pour payer un prêt ou autre. Donc en fait, la logique aussi pour une banque et pour des financeurs, c'est quand même de dérisquer le projet. C'est quand même un enjeu.
derrière de pouvoir garantir les économies d'énergie, ça sécurise derrière des financeurs qui pourraient dès lors financer ce type de projet. Après, d'un point de vue innovation, réflexion, il faut se poser les questions de quel type de bâtiment on veut rénover, dans quel type de milieu. On parlait tout à l'heure des résidences secondaires. Enfin, effectivement, la résidence principale, il y a de l'éco-PTZ, il y a plein de choses, il y a beaucoup de subventions. Sincèrement, par rapport au projet qu'on voit à Lyon, ça se rénove sans trop de difficultés. Il y a toujours une personne qui viendra râler dans une assemblée générale. J'entendais l'intervention précédente. On a eu ce cas-là, hein, nous, sur des travaux votés fin 2024. Une personne qui est venue attaquer la copropriété pendant le délai de contestation. Elle s'est pris un courrier d'avocat de la copropriété en lui disant « Vous remettez en cause l'ensemble des subventions. On vous demandera de venir payer ces subventions si vous faites échouer le projet. » C'est bien ça. Voilà. Et tout de suite, la personne, d'un coup, elle a dit « Bon, j'arrête. Parce qu'on parlait quand même de presque 1 million d'euros de subventions. On lui dit « Là, vous êtes en train de déjà mettre un but contre votre camp. Et ensuite de faire perdre à l'ensemble des copropriétaires 1 million d'euros. Donc, on va vous demander un dédommagement. » L'exemple de Cédric, le dédommagement, ça pourrait être la hausse des coûts entre le temps 1 et le temps On avait calculé, on a N. fait un modèle en lui disant vous allez prendre tant d'augmentation sur les devis d'entreprise, vous allez perdre tant de subventions, vous avez ceci, donc vous mettez à risque votre propre copropriété. Et là, d'un coup, il était vachement pour le projet. On note l'idée. Ça, c'est une première parenthèse. Après, sur l'aspect contrat de performance énergétique, effectivement, la logique, c'est de passer un peu d'un engagement de moyens. On fait des travaux, on met de l'isolant, on met des fenêtres, on fait ce qu'on veut, etc. On fait des optimisations en chaufferie, à une logique de résultat, un engagement de résultat. Et en fait, ça contraint quand même beaucoup plus les acteurs économiques, les entreprises, les mainteneurs, etc. Mais derrière, ça sécurise des copropriétaires. Ça, c'est un levier d'activation qui est intéressant. Après, encore, quand je me tourne vers la banque, alors je suis content qu'il y ait le Crédit Agricole. Vous pourriez proposer des éco-PTZ. On en manque en copropriété. Je pense à ça parce qu'il n'y a vraiment que 2 banques aujourd'hui qui proposent des éco-PTZ en copropriété. Et aujourd'hui, ces 2 banques sont saturées de dossiers. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de nœud, un petit goulet d'étranglement au niveau du financement. Et il y a, déjà pour les résidences principales, matière à financer. Ensuite, après, si on regarde les résidences secondaires, effectivement, elles n'auront pas le droit à toutes les subventions publiques. Après, une réflexion en tant que citoyen, moi, en tant qu'entreprise, j'ai intérêt à ce qu'il y ait le plus d'argent public pour la rénovation, c'est bien pour mes affaires. Après, en tant que citoyen, est-ce que financer massivement par de l'argent public des résidences secondaires, c'est vraiment un bon usage de l'argent public quand il y a quelques jours, on nous disait qu'il fallait faire des efforts? Voilà, la question, elle est ouverte. Par contre, là, on peut se dire comment on active des leviers de financement autres. Et là, moi, je vois des modèles qui émergent qui sont intéressants. En copropriété, j'ai aucun intérêt à la citer, mais il y a une start-up qui s'appelle Vasco qui commence à proposer justement de payer la quote-part. C'est adossé à une foncière. Et en fait, elle paye la quote-part de copropriétaires à leur place. Ils font les travaux et en échange, ils ont une part du bien immobilier. Et donc, en fait, on voit des modèles qui émergent comme ça, où on commence à céder une part de sa propriété immobilière. Éventuellement, le contrat qui va être évoqué tout à l'heure, justement, où il y a des mises en location saisonnières, moi, je trouve ça super intéressant. Et on pourrait avoir des opérateurs économiques qui viendraient payer ou aider à payer les quotes-parts pour des copropriétaires en disant les revenus locatifs, par contre, que vous générerez, j'en prendrai une partie et on peut trouver un accord là-dessus. Et il y a matière à ce qu'il y ait des opérateurs économiques qui viennent se positionner là-dessus, en complément des financeurs bancaires classiques. Donc il y a beaucoup d'innovations qui peuvent être proposées. Après, la logique aussi, et c'était un petit peu l'écho que Madame Dieu faisait avant, je crois, sur la partie architecture, c'était de dire, voilà, il y a des revenus locatifs, une sécurité, peu de risques. Il y aura ça peut-être pour certaines stations en montagne, certains domaines. Il y a peut-être d'autres stations où le risque locatif, il va commencer à être un peu plus tendu, etc. Et là, on voyait... dans la matinée, on avait l'exemple en Occitanie, je crois, qui était très intéressant, où voilà, les collectivités viennent abonder pour la rénovation, mais en échange aussi de location. Et comme ça permet aussi de résoudre la problématique des d'intérêt général. Voilà. Désolé, j'étais un peu long. Non, mais c'était très, très riche. Et alors, effectivement, un point que je note là, c'est la question de dérisquer finalement. Il faut rassurer le propriétaire, etc. Je pense que c'est un point, effectivement, il faut sécuriser. Il y a un engagement sur le résultat. Et donc ça, quand on est propriétaire, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est en capacité de me dire j'arrive et je m'engage sur le résultat, ça va bien fonctionner, effectivement, je pense que derrière, il y a des discours qui sont intéressants. Donc il y a une vraie prise de risque, en fait, du groupement d'entreprises qui intervient sur l'immeuble et qui ne s'engage pas sur des moyens, mais on a quand même des résultats à la clé. Derrière, il y avait aussi cette question de Vasco que je ne connaissais pas. Je paye la quote-part et j'ai une partie du bien. Finalement, on se rapproche un petit peu, Maître Médina peut-être,
allez, on y va encore crescendo, le bail rénovation gestion, en disant, je vais prendre votre quote-part de travaux en échange de points d'interrogation. Voilà, donc on a beaucoup travaillé avec Atout France pour essayer de créer un contrat qu'on a appelé contrat rénovation-gestion, qui est en fait un bail commercial, qui permet aux propriétaires de trouver un locataire institutionnel qui, lui, va sous-louer le bien et qui, par cette sous-location du bien, va permettre de financer la rénovation. Et nous avons été confrontés à 3 problèmes juridiques auxquels il fallait à chaque fois apporter une solution. Premier problème juridique, c'est le décret, la loi Pinel, qui résulte de la loi Pinel du 3 novembre 2014. On n'a plus le droit de transférer aux locataires les gros travaux et les travaux de performance énergétique, de rénovation énergétique, pour l'essentiel, sont des travaux qui incombent aux bailleurs sans pouvoir être transférés aux locataires. Donc, il fallait trouver une solution à ce premier problème. Et on l'a trouvé. Enfin, j'espère qu'on l'a trouvé. En tout cas, il est à l'intérieur de notre contrat. Et on permet de trouver des solutions, des niveaux de rénovation auxquels correspondent des niveaux de loyer. Premier sujet qui était très, très compliqué. Deuxième sujet compliqué à trouver, c'est qu'un bail commercial, pour le locataire, c'est la pérennité de son droit au renouvellement. Il a le droit de rester quasiment indéfiniment. C'est une sorte de propriété commerciale. Comment, lorsqu'on a déjà rentabilisé ses travaux, est-ce qu'on permet à ce locataire institutionnel de rester aux mêmes conditions? Donc il faut trouver et imaginer une solution qu'on a trouvée avec Atout France. Enfin, le troisième point, je finirai par là, troisième difficulté juridique, c'est que vous avez la même chose pour la copropriété. Les frais, les travaux de rénovation énergétique, pour l'essentiel, lorsqu'un bien est loué, ne peuvent pas être transférés aux locataires. Et nous, on a besoin, pour trouver notre solution, de les transférer. Donc là aussi, on a des solutions au cas par cas en fonction de l'immeuble. Donc ce travail, je voulais remercier Atout France parce que ça nous a aidé à créer quelque chose, à imaginer quelque chose, à nous faire travailler pour trouver un modèle de contrat qui peut permettre, malgré les obstacles juridiques qui sont des règles d'ordre public qu'on ne peut pas normalement contourner, de trouver des solutions de financement. Donc en conclusion, quand je parle de solution de financement, moi je suis un juriste, je n'ai trouvé que la solution d'équilibre juridique. Maintenant, il appartient aux opérateurs économiques de trouver l'équilibre économique et l'incitation qui permet à la fois à un opérateur de dire c'est intéressant pour moi de venir rénover et d'avoir une contrepartie financière en termes de loyer, et l'intérêt aussi pour le propriétaire de dire j'ai trouvé un modèle de financement en sacrifiant en matière de jouissance du bien pour pouvoir rénover mon bien et en garder une rentabilité pendant quelque temps. Je pense qu'on a trouvé un des vecteurs, un des véhicules juridiques qui le permet avec ce contrat. Merci maître d'avoir travaillé justement, d'avoir fait ce remue-ménage quand même, parce que l'idée, je pense qu'il faut quand même arriver à innover sur les montages. Anne, juste avant que tu puisses t'échapper, parce que tu es contrainte par le temps, malheureusement, en même temps, on en est un peu responsable. Une petite question quand même, parce qu'en tant qu'acteur économique, donc effectivement, on a vu qu'il y a une création de valeur, et puis on se dit finalement, en fonction de l'intensité d'intervention, il faut arriver à dérisquer. Ce qui pointait le bout du nez tout à l'heure, c'était de se dire, au niveau des collectivités, on a des recettes fiscales aussi qui augmentent avec la THRS. Est-ce qu'on peut avoir un refléchage vers quelque chose par rapport à ces problématiques? Et j'ose me tourner quand même vers les opérateurs économiques, pas forcément en sortant de la vision trop simpliste de dire, vous êtes les acteurs économiques et vous êtes les bénéficiaires d'une création de valeur, et donc vous devez prendre votre part. J'ai envie qu'on prenne un petit peu plus de hauteur et de recul par rapport à ça, en se disant, tiens, finalement, en tant qu'acteur économique, parce que parfois vous êtes amené, quand il y a un hôtel qui part à la vente, de dire, moi, opérateur, pour maintenir mon activité, je vais faire l'effort et je vais investir. J'avais l'exemple tout à l'heure de Jean-Marc Simon, côté SNMSF, qui me disait, on a une ESF qui a repris en fait un immobilier en fait pour le remettre en activité commerciale. Donc les uns les autres,
on est en train comme ça d'agir un petit peu individuellement, au coup par coup. Donc, est-ce qu'à un moment, quand j'entends qu'il va falloir de la ressource, tiers financement ou tiers investisseur, est-ce qu'à un moment, on n'a pas quelque chose qu'on pourrait imaginer de ce côté-là? Je ne savais pas que tu m'avais fait venir ici pour me demander de l'argent, mais... Surtout pas. C'est de voir s'il n'y aurait pas des mécaniques où tout le monde pourrait s'y retrouver. Une chose est certaine, c'est que la montagne, c'est une économie de ruissellement. Et qu'effectivement, tu es partie des emplois. C'est pareil avec les euros. C'est-à-dire que quand il y a 19 000 emplois, on sait que c'est en réalité 120 000 emplois directs. Et donc, nous, on a 2 objectifs. De maintenir des lits chauds, parce que sans lits chauds, il n'y a plus d'économie. Sans économie, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'écologie non plus. Donc c'est super important. Et l'autre impératif qui est peut-être encore plus important pour nous, c'est de loger nos collaborateurs. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors, tu as parlé effectivement d'engagement direct et c'est vrai qu'on a pu le faire et on le fait encore. Les grands groupes, on le sait notamment avec la Compagnie des Alpes qui s'est engagée dans l'immobilier avec raison, hein, c'est important. Tu as parlé d'hôtels, moi c'est le cas, hein, c'est-à-dire que j'ai un hôtel qui était en vente sur une de mes stations et on l'a racheté pour éviter effectivement qu'il ne se transforme en lit froid. Donc c'est des choses qui sont importantes. En ce qui concerne la rénovation, moi alors je suis heureuse parce que j'entends beaucoup de solutions possibles. Maintenant, reste à voir ce qu'on est capable de transformer. Parce que j'ai entendu aussi le maire de Tignes, tout à l'heure, le maire adjoint de Tignes, faire des remarques en disant attention, il peut y avoir un transfert du coup vers le touristique au détriment des lits des saisonniers. C'est un point d'alerte. J'ai un autre point d'alerte, c'est-à-dire qu'on a su faire des partenariats publics-privés. On a su faire beaucoup de choses pour les saisonniers, c'est important. Et on y va assez spontanément. Maintenant, aujourd'hui, si je veux racheter une résidence pour mettre des saisonniers, eh bien, en fait, j'ai plein de freins, à commencer par un frein financier, puisque quand je rachète pour de la saisonnalité, eh bien, en fait, je ne récupère pas de TVA. Si je rachète un hôtel pour le mettre à la location touristique, je récupère la TVA en tant que chef d'entreprise d'exploitation de remontée mécanique. Si je veux y mettre des saisonniers, ça me renchérit mon projet de 20% parce que je ne récupère pas la TVA, excusez-moi. Donc, moi j'entends effectivement qu'il faut qu'on collabore et on est les premiers à le souhaiter, les premiers à le faire, mais par contre, à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. On parle de simplification, simplifions. Récupérons la TVA pour tous les sujets. Parce que le sujet de nos saisonniers est aussi important, aussi prégnant. Si on n'a plus d'équipe, on n'a plus de moyens d'exploiter et ça, c'est super important. Ensuite, les modalités, eh bien, elles sont très nombreuses. Dans certains territoires, je crois que c'est chez toi, Jean-Luc, où il y a des partenariats publics-privés sous format de SEM, où les opérateurs privés sont rentrés en minoritaire et on est prêt à le faire. C'est-à-dire qu'il est logique que quand on fait des partenariats publics-privés comme ça, eh bien, la collectivité locale soit majoritaire. Et on est OK, nous, exploitants, pour dire collectivement, on est capable d'y aller en minoritaire parce que c'est l'intérêt collectif du territoire et notre rôle, c'est effectivement d'être au service de l'intérêt collectif du territoire. Donc, j'ai envie de dire que les modalités, on vous suivra si vous êtes en capacité de donner les moyens pour effectivement lever les freins. Alors, lever les freins sur les copropriétaires, j'ai bien entendu que c'était compliqué. Je suis aussi membre d'une copro et je sais à quel point c'est difficile. Donc, ça, c'est un sujet. Mais par contre, sur la partie des saisonniers, de l'habitat permanent, je pense qu'on est capable de faire mieux. Je pense aussi qu'il faut qu'on se pose des questions avec les bailleurs sociaux, avec le 1% de logement. Moi, je suis membre du MEDEF. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais aujourd'hui, on a un problème de financement de l'effort de logement sur la montagne. Les bailleurs sociaux n'y vont pas, souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, parce que ça ne le permet pas d'un point de vue économique. Et ça me semble essentiel que demain, toutes ces entreprises dans la montagne qui cotisent sur cet effort de logement voient finalement aussi un retour là-dessus pour accompagner l'habitat permanent, pas seulement les saisonniers, mais aussi les salariés permanents qui veulent s'installer durablement, qui veulent acheter. C'est super important d'ancrer durablement les gens au cœur de nos territoires et c'est notre rôle. Merci Anne. Effectivement, tu évoques les SEM. On se rend compte effectivement de
la SEMRénov, où on a la collectivité qui est dedans et qui est actionnaire majoritaire, et derrière, c'est effectivement les exploitants de remontées mécaniques, donc exploitants de domaines skiables, en fait, qui sont effectivement à la manœuvre. Mais c'est vrai que ça pose quand même cette question de se dire, on a aussi toute une économie de ruissellement, et on a ceux qui prennent leur part, et peut-être qu'à un moment, il faudrait peut-être envisager de voir comment, mais sous des conditions où chacun y trouve aussi son avantage quelque part. Alors est-ce qu'on va vers du mécénat? Est-ce qu'on va vers autre chose? C'est ça finalement la question. C'est pour servir aussi l'intérêt général et surtout de maintenir une activité économique. Donc il ne faudrait pas se faire taxer non plus de vilains communistes dans toute cette histoire, mais de voir comment on peut capter justement une partie de cette richesse, mais sous quel format quelque part. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir les uns les autres par rapport à ces approches. Ah oui, vous avez des contraintes horaires. Hugo, peut-être. Non, mais très rapidement, on est désolé parce qu'on a deux à devoir repartir sur Lyon dans pas longtemps. Et puis moi, j'ai une petite contrainte qui a 2 ans et demi. Là, je peux pas jouer dessus. Voilà. Moi, je vous rejoins entièrement sur ce qui est dit. Les sociétés d'économie mixte, moi, ça me fait penser un peu à des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que il y a un ruissellement dans la montagne, il y a de la valeur qui est créée. On l'a vu dans la matinée. Maintenant, c'est comment cette valeur-là, on s'en sert pour la réinvestir éventuellement là où il y a des enjeux importants. On parlait de la problématique des lits froids, justement, à convertir en lits chauds et à maintenir. Moi, j'adhère à 200% sur ce schéma-là. La question aussi, c'est de se dire, tout à l'heure, on parlait de tiers investissement, on parle de financeurs, on parle de dérisquer. En fait, un financeur, c'est juste un investisseur, il veut une rentabilité. Et donc, en fait, derrière, comment... lui, on lui garantit une rentabilité pour son investissement, parce que c'est pas quelqu'un qui va sauver la veuve et l'orphelin. Et par contre, on le voit, nous, sur le tertiaire privé, il y a trop d'argent. Il y a des banques qui ont des fonds qui cherchent à flécher de l'argent vers du vert et ils savent pas, et ils ont trop d'argent, et ils souhaitent investir. Donc en fait, il y a énormément de sociétés qui se dirigent vers du tiers financement, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez expliquer. Mais quand on discute avec des fonds d'investissement, ils nous disent on a trop d'argent, ça doit être fléché vers des projets verts. On ne sait pas ce que c'est un projet vert. Aidez-nous à définir un projet vert. Et puis derrière, on le voit avec le tertiaire privé, où il y a les obligations de rénovation, il y a le décret tertiaire, etc. Donc du coercitif, ça marche aussi. Ce coercitif-là, il est en train de faire en sorte que il y a énormément d'opérateurs dans le bâtiment qui s'adossent avec des financiers pour proposer des solutions clés en main pour rénover de l'immobilier du tertiaire privé. Donc, c'est-à-dire que là, les banques, les financeurs, les investisseurs, etc., voient une rentabilité. Et là, il n'y a pas trop de problème. C'est juste à réussir à packager une offre pour ensuite la proposer au marché. Il y a la même chose à faire un petit peu sur la copropriété. La question aussi, c'est de se dire comment on arrive à rassurer des investisseurs. Moi, je ne suis pas financier. À la base, je suis ingénieur. Donc, moi, je fais des CPE pour la technique. Mais derrière, en fait, on se rend compte que c'est un des moyens pour dérisquer un projet et permettre des investissements autres que juste les fonds d'un propriétaire immobilier. Et je suis désolé, on va devoir vous laisser. Si vous voulez dire un mot, peut-être. Non, juste que je suis d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre économique et donc une rentabilité. Quand on investit sur un immobilier, que ce soit un hôtel ou une résidence, il y a 2 sujets. C'est-à-dire qu'on sait d'une part qu'on va trouver un équilibre sur la location et en tout cas ou sur la commercialisation de ce produit. Et de fait, en plus, nous, on a l'apport des journées ski qui vont être générées. Donc, en fait, la différence, c'est qu'on va calculer l'équilibre, non pas seulement sur la résidence ou sur l'hôtel, mais sur la globalité, en incluant finalement la valorisation des forfaits qui seront vendus. Donc, finalement, on élargit le compte de résultat, j'ai envie de dire, de l'opération immobilière. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et ça devrait fonctionner pour tout le monde dans l'économie de la montagne, puisque, en réalité, dès lors que ça marche pour nous, ça redescend sur d'autres. Et donc, c'est cette économie et ce côté finalement entraînant et de cercle vertueux qu'il faut aller chercher, puisque c'est ensemble qu'on progresse et ensemble qu'on arrive à maintenir cet équilibre. Enfin, tout ça, merci Anne et Hugo pour ce que vous nous apportez, parce que finalement on se rend compte que... Alors merci et bon retour. On peut les applaudir. Merci, c'est très éclairant. Mais c'est bien que vous restiez, parce que moi ça m'inspire quand même quelque chose. Finalement, on a travaillé avec Guillaume, avec le groupe MG d'ailleurs, que je remercie, je sais qu'ils sont présents parce qu'ils nous ont aidés dans l'élaboration d'un outil de temps de retour sur investissement. Et on se rend compte que si
la question de la rentabilité. En fait, on l'a, quoi. Enfin, si la location pour les saisonniers longue durée est 2 fois moins rentable que la location touristique, potentiellement, le tourisme reste une activité économique majeure pour la France, robuste et résiliente. Donc ça veut dire qu'on a quand même de la création de valeur derrière. Ça doit quand même permettre de pouvoir rassurer quand même du monde. Si j'entends qu'il faut des équilibres économiques et de la rentabilité, on peut l'avoir. Par contre, ce que je comprends, c'est que potentiellement, il faut peut-être aller chercher de l'argent bien au-delà de l'écosystème station. Enfin, je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à ce qui a été dit juste avant. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais voulu réagir. Donc, je vais prendre deux, trois exemples. Des sociétés d'économie mixte, des initiatives, il en existe. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on a testées sur la rénovation énergétique en montagne qui n'ont pas marché. Donc, l'objectif, c'est de trouver les équipes, les équilibres et les acteurs pour qu'on arrive à résoudre avec des solutions juridiques, mais aussi avec des solutions économiques. Si on raisonne uniquement sur le projet en tant que tel, avec l'exemple des saisonniers, qui est vraiment très important pour nos territoires, on voit bien que les quelques projets majeurs qui se lancent aujourd'hui sont liés à de l'argent qui a été accumulé pendant un petit moment par une SEM, par un opérateur, pour amorcer cette pompe vertueuse pour pérenniser l'habitation. Donc nous-mêmes, quand on investit en fonds propres sur un territoire, forcément, on fait une croix sur une partie de la rentabilité de notre investissement si c'est pour des objets moins efficients que ceux dans lesquels l'argent peut être investi ailleurs. Après, il y a des investisseurs peut-être qui viennent avec des poches profondes de loin. L'objectif, c'est de les faire peut-être venir dans des dispositifs collectifs à construire ensemble. Faut les maîtriser, Mais sûr. qui dit collectif, on voit tout à l'heure le débat qu'il y avait entre la station et puis la vallée, ou en tout cas les communes aux alentours. Il faut trouver la notion de territoire. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne maille. Est-ce que c'est l'interco? Est-ce que c'est le bassin de vie? Selon les territoires, c'est pas le même. Pour construire un outil qui puisse être fléché vers ces dispositifs, là où les équilibres financiers n'y sont pas tout à fait. Nous, on est en train de travailler sur des exemples décrets tertiaires, ce qui était évoqué comme solution, alors toute simple, toute facile à trouver. Selon les actifs, c'est pas tout simple, hein. Donc, parfois, on s'arrache un peu la tête. Alors, il y a besoin, comme on le voit en montagne, parfois, on surélève des bâtiments pour pouvoir avoir des mètres carrés en plus. Ça, on le voit sur les copropriétés. Le problème, souvent, c'est que ces surélévations, la vente, elle se fait souvent à un résident secondaire qui a les moyens de racheter un bien avec X euros le mètre carré, et donc de ne pas tenir un lit chaud, finalement. Sur le décret tertiaire, on a cette problématique-là. Il faut faire percevoir aux propriétaires la valeur à moyen terme, y compris la valeur patrimoniale qu'il entretient de son grand bâtiment de plus de 1000 m². Je vous rappelle, ce décret tertiaire, il s'adresse surtout aux surfaces de plus de 1000 m². Donc il y a deux choses. Il y a l'équilibre réel, et puis après, il y a toutes les composantes qu'on a vues depuis le début de la journée pour arriver à convaincre les agents, et que ce soit les copropriétaires ou les opérateurs privés. Et dans ces questions d'équilibre, parce que là, on est toujours dans l'équilibre économique, enfin, là, on est en train de parler d'un sujet quand même des plus vertueux, quoi. La rénovation globale, des économies d'énergie, une intensité d'occupation possiblement à vocation sociale, logement permanent, logement saisonnier. Enfin, je pense qu'il y a quand même là des valeurs, enfin, je ne sais pas si je suis un grand naïf, mais des valeurs en fait qui dépassent la simple équation économique. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait susceptible d'activer, de fédérer, de lever des fonds, ou est-ce que c'est un doux rêve? Après, à partir du moment où on a des valeurs sociétales, je pense qu'on peut convaincre aussi la personne qui vient sur nos territoires. Donc le touriste pourrait aussi contribuer. Ça pose la question d'est-ce que c'est à lui aussi de contribuer à ce modèle vertueux et puis à l'entretien de son territoire et de sa zone de villégiature. On a déjà la taxe de séjour, donc le résident secondaire à la THRS aussi qui lui l'impacte directement et qui peut être fléché vers l'habitat. Est-ce que l'initiative peut être proposée aux visiteurs? Alors il y a des dispositifs qui n'existent pas avec ces objets-là aujourd'hui. Je pense notamment, certains d'entre vous le connaissent, au 1% Mont Blanc, ou à des initiatives autour de l'arrondi solidaire qu'on voit et qu'on pourrait imaginer pour entretenir un territoire. C'est à stade de projet, le fléchage n'existe pas, mais on pourrait aussi essayer d'ouvrir la porte à ce type de dispositif pour engager ceux qui le souhaitent. Alors ça fait écho quand même au baromètre montagne qu'on a fait, et comment les clients se projettent dans la montagne de demain.
ce que j'ai présenté ce matin, c'est quand même que comment vous voyez l'avenir, le top 5 de ce qui est exprimé, c'est quand même la qualité sociale et environnementale de la destination. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un levier. Vous venez consommer quelque part aussi, une semaine de vacances, etc. Et est-ce que vous êtes prêt à contribuer? C'est un peu ça finalement le 1% Mont Blanc, c'est vous venez, vous usez un petit peu notre territoire quand même, et aidez-nous à le réparer. Et là, c'est aussi pour se dire, on vient abonder en fait pour financer des projets qui, eux, ne peuvent pas se faire parce que de facto, ils ne sont pas rentables. Là, on est sur quelque chose de rentable, mais j'ai compris qu'il fallait quand même aussi potentiellement amorcer la pompe. Donc, est-ce que c'est peut-être une façon effectivement d'amorcer la pompe? Enfin, c'est autant d'idées finalement qui sont en train de germer, quoi. Peut-être d'autres réactions par rapport à ces idées ou... Effectivement, je pense que c'est un vrai point. Les banquiers sont créatifs quand même. Après, il faut garder à l'esprit que ça reste la décision du propriétaire, et donc il faut aussi que le propriétaire soit prêt à accepter de perdre une partie de la jouissance de son bien, et donc le mettre en location, que ce soit pour du saisonnier, du permanent ou du touristique. Donc ça, c'est aussi un point de départ qu'il faut bien avoir à l'esprit. Je pense qu'on l'a tous, mais c'est quand même à intégrer parce que beaucoup l'utilisent personnellement, donc c'est aussi un vrai point. Tout dépendra de l'intensité finalement du côté intrusif. Parce que finalement, ce fonds peut aussi être là pour venir sécuriser des prêts ou sécuriser des montages. Est-ce qu'il faut que ce soit systématiquement pour faire de l'interventionnisme XXL? Voilà, il faut peut-être voir jusqu'où on peut doser. En tout cas, s'il y a des éléments débloquants, c'est de voir jusqu'à quel moment on est en capacité de mobiliser finalement la création de valeur locale, qu'elle soit économique, qu'elle soit fiscale. On a déjà vu des exemples, ou en tout cas des intentions politiques ce matin par rapport au logement de la population permanente et des saisonniers. Sur cette dimension touristique, je me tourne vers Guillaume qui est là-bas, mais l'outil héroïque qu'on a développé, on monte par A plus B que potentiellement c'est rentable. Donc, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de pistes qui restent à creuser, si je comprends bien. Totalement. Et puis après, il y a aussi le fait de bien intégrer les opérateurs touristiques dans la boucle pour qu'ils puissent opérer du diffus et avoir un modèle le plus flexible possible aussi dans la commercialisation. Et donc ça, je pense que ça fait aussi partie des solutions qui sont du financement, parce que justement, ça permet d'apporter des recettes complémentaires. On a de la ressource. Quand on parlait de l'échelle territoriale, c'est pour pas que ce soit seulement aux copropriétaires de réfléchir à ces sujets-là. On pourrait aussi imaginer sur des territoires où il y a de belles réussites, parce qu'aujourd'hui le modèle touristique de nos montagnes, à certains endroits, il fonctionne bien, voire très bien. On pourrait imaginer des choses qui existent sur d'autres professions que j'ai déjà vues, c'est-à-dire des dispositifs de dotation ou d'enveloppe défiscalisée dès lors qu'on a un réinvestissement pour la pérennité ou pour certaines opérations. Là, on parle de rénovation, mais ça pourrait être une manière de créer une dynamique plus forte sur les enjeux de transition, décarbonation avec ces objets-là. Dispositif je ne sais pas si les débats ont déjà eu lieu autour d'une enveloppe qui pourrait être provisionnée sur une année et puis réinjectée sur quelques années plus tard pour aller vers soit une prévention des risques, soit une amélioration des conditions énergétiques d'un bâtiment ou d'un territoire. Dernière question, je regarde quand même Jean-Luc au moment où je vais prononcer ce mot, le fonds de péréquation intercommunale, parce que finalement, on est dans des destinations certaines qui créent beaucoup de valeur, d'autres qui sont plus en difficulté. Celles qui sont en difficulté vis-à-vis de l'impact du changement climatique sont celles qui auront potentiellement aussi le moins de ressources en intensité touristique, donc de retombées économiques, d'économies de ruissellement sur le territoire. Donc celles qui vont finalement avoir cette capacité de mobilisation, de création de valeur, ont une échelle de temps finalement qui sont devant elles et ça va certainement s'intensifier. Par contre, il y en a d'autres qui vont avoir vraiment besoin d'un petit coup de pouce rapidement. Donc je ne sais pas quelles pourraient être les logiques qu'on pourrait imaginer par rapport à ça. En tout cas, moi je pose la question, je ne sais pas si ce soir on aura les réponses, mais la rénovation, il faudra qu'on se la partage. Mais en tout cas, cette rénovation, elle touche tous les territoires. Et derrière, même si demain j'ai un changement d'usage, de destination d'usage, loger la population permanente, si je suis dans un système locatif, je suis soumis à la même contrainte. Et donc il va peut-être falloir aussi avoir ce système
On parlait, il y avait le mot solidarité tout à l'heure qui est ressorti par rapport à la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Voilà, en tout cas, moi, c'est un sujet que je pose comme ça, là, ce soir, sur la table. Et je pense qu'on va devoir collectivement trouver des solutions, en tout cas, pour que il n'y ait pas une montagne à 2 vitesses ou 3 vitesses, mais qu'on puisse effectivement avoir ce principe de cette économie de ruissellement au service de la rénovation sur l'ensemble des territoires. Je propose qu'on conclue cette table ronde. Je vous remercie tous les trois, chers maîtres, Lionel, Luc. Merci pour vos apports. Donc la NMSM soutient et renforce en fait le positionnement d'Atout France aujourd'hui au niveau de la rénovation. 10 ans, Atout France a engagé un programme de rénovation et de réhabilitation de l'immobilier de montagne. Ils sont experts connus et reconnus à ce niveau-là. Et maintenant, il faut engager cela au niveau national avec beaucoup plus d'ampleur. C'est l'avenir de la montagne qui est en jeu. Donc la NMSM, évidemment, soutient ce sujet, encourage et sera facilitateur pour avancer beaucoup plus loin que les 25 stations premium d'origine qui ont été mis en avant et en valeur, à ce que cela développe l'intégralité du système montagne. C'est un sujet essentiel et c'est un sujet d'avenir aussi. On doit isoler nos bâtiments, rénover nos bâtiments et conserver ces bâtiments dans la destination d'origine, c'est-à-dire l'usage du tourisme. Si on n'arrive pas à faire cela avant 2034, on perdra la capacité à ce que ces logements puissent être des destinations touristiques. Les jeux doivent être vecteurs justement de propositions, vecteurs d'enthousiasme et vecteurs de volonté de rénover, de réhabiliter. Et surtout, les jeux sont dans 5 ans, en 2030, mais tout cela doit concerner la rénovation et la réhabilitation pour les 30 à 40 prochaines années. Donc oui, les jeux vont être facilitateurs du développement et de l'aménagement des montagnes françaises.